2.2 L'effet de serre. L'effet de serre fonctionne donc en interceptant la chaleur renvoyée par infrarouge pour la redistribuer en partie sur la surface de la Terre. L'air est composé d'un mélange très disproportionné de plusieurs gaz. 78% d'azote, 21% d'oxygène et dans les 1% qu'il reste, d'argon. Mais les gaz à effet de serre, la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone aka CO2 et le méthane sont les plus connus. La vapeur d'eau est le plus important des gaz à effet de serre. Sa quantité varie énormément selon le camp. La vapeur d'eau représente 0,4% des molécules de l'atmosphère mais est responsable de 90% de l'effet de serre. Le CO2 arrive en deuxième position, en étant responsable de 7% de l'effet de serre. Sa particularité est que sa concentration est quasiment homogène sur l'ensemble du globe. Et surtout, qu'elle peut être affectée par l'activité humaine et ça, croyez-moi, on va vous le faire payer. Bon, pour la faire courte, en gros, si la quantité de CO2 était doublée par rapport à aujourd'hui, ce qui prendrait 2 siècles au rythme actuel, l'interception de chaleur n'augmenterait pas du double, mais de 0,8%. Autrement dit, l'évolution est ce qu'on appelle logarithmique et nous sommes déjà à quasi-saturation. Parlons d'effets directs. En réalité, l'augmentation du CO2 peut aussi entraîner certains phénomènes indirects, un peu comme une réaction en chaîne. Certains de ces effets vont renforcer le réchauffement climatique, tandis que d'autres, au contraire, vont le réduire. On appelle ça des rétroactions. Par exemple, les centrales à charbon de mauvaise qualité sont source de CO2, mais elles émettent aussi des aérosols, aussi appelés particules fines. Ces dernières sont très nocives pour la santé, mais ont pour effet d'augmenter la réflectance terrestre et de provoquer la formation de nuages, et donc contribuer en fait au refroidissement. Autre exemple contre-intuitif, la déforestation, remplacée par des pâturages, augmente aussi l'albédo, donc finalement le refroidissement. Et le graphique montre la résultante du CO2 et de ses rétroactions en termes de flux énergétique. On observe donc, en tenant compte à la fois des effets directs et indirects de l'émission de CO2, un bilan total positif en faveur d'un réchauffement. Mais ce qui ressort également de ce graphique, c'est que l'incertitude totale de ces estimations est de 50%. À quantifier une activité humaine qui représente 1% de l'énergie qui circule dans le système climatique, il faut comprendre une chose simple. La Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années, avec un capital fixe de carbone réparti dans plusieurs réservoirs, d'environ 1,9 milliard de gigatonnes. Les océans, avec 40 000 gigatonnes. Puis, les combustibles fossiles, enfouis dans le sous-sol, entre 5 000 et 10 000 gigatonnes. Enfin, le sol et les êtres vivants, avec 2100 gigatonnes, et l'atmosphère qui regroupe 850 gigatonnes sous forme de CO2. Voilà pour les chiffres, c'est chiant, mais bon, vous les avez. Quelques bons points moraux, des subventions et autres crédits ESG bien utiles, vu que leur incompétence cumulée d'année en année les a conduits au flop d'Audima et donc au flop financier. Les influenceurs clownesques, qui eux aussi en tirent de la notoriété monnayable, sans prendre trop de risques, en se positionnant du côté de la propagande, dans l'espoir de capter l'attention d'un public composé de flippettes donneurs de leçons en tout genre, c'est-à-dire de gonzesses à problèmes familiaux sous anxiolytiques et de geeks qui espèrent baiser en adoptant les mêmes idées que les meufs, au profil psychiatrique calamiteux. Drôle de stratégie. Un public de lâches qui se range par soumission dans le camp qui met les coups de pression, tout en se pensant très intelligent, très renseigné, bien loin des cons de complotistes qui n'ouvrent pas un seul livre et qui sont de toute façon des fachos anti-science. Les scientifiques eux-mêmes, qui en tirent un bénéfice sur leur carrière, leur financement, et qui éprouvent, il faut le dire, une ivresse du pouvoir qui confine un certain sadisme à l'idée de se dire que leurs conclusions peuvent influencer le monde et le contrôle des sociétés. Les entreprises, qui en suivant la tendance peuvent espérer tirer leur épingle du jeu, avec des subventions, des crédits ESG, du profit et un transfert de richesse par capitalisme de connivence. Et bonus, quelques bons points moraux avec un peu de greenwashing. De l'autre côté, pour parfaire la méthode de la carotte et du bâton, toute voix ou opinion discordante s'éloignant un peu trop du narratif subira la censure, le shadowban, la marginalisation. Les scientifiques indépendants reçoivent des menaces, voient leur financement disparaître, leurs contrats être rompus, leurs propres universités les boycotter et les harceler, jusqu'à leur départ forcé. Exprimer une opinion divergente vous vaut automatiquement le qualificatif à objectif de destruction sociale et économique de climato-sceptique, complotiste, climato-négationniste d'extrême droite. En tant que vos réseaux, pour les signaler et vous harceler en DM, parce que le harcèlement, quand ça vient d'eux, c'est pas vraiment du harcèlement. Le sujet est devenu une religion. Il faut croire au-delà du rationnel et ne surtout pas discuter la parole d'évangile du GIEC, sous peine d'être désigné comme hérétique, d'être banni de la nouvelle société théocratique. Ne songez même pas à un débat, il n'existe tout simplement pas. Après tout, on ne débat pas avec les climato-sceptiques. Et puis bon, il y a consensus et nous n'avons plus le temps de discuter. Il faut agir immédiatement, vite, donnez-moi votre argent. Cette vidéo aurait pu s'arrêter là.
La supercherie catastrophiste ambiante du climat est dénoncée. Les trompeurs sont partis vicieusement d'une réalité observationnelle sur l'augmentation de la température globale que personne ne nie, pour embrayer d'un coup sur des interprétations et des conclusions peu précises et hautement discutables, puisqu'elles reposent sur le fait que l'activité humaine que nous estimons avec 50% de marge d'erreur. À partir de là et fatalement, les modèles utilisés sont incomplets et très limités, fondés sur des hypothèses insuffisantes et des ajustements arbitraires, parfois carrément réglés pour réaliser la prophétie qu'on aimerait démontrer. Ils ne parviennent pas à restituer le passé, même très proche, et produisent un large éventail de résultats peu fiables, quand ils ne relèvent pas carrément de la science-fiction. Les apocalypses annoncées et médiatisées ad nauseam sont mensongères et contredites par les observations concrètes. Et tout cela découle d'un résumé à l'intention des décideurs qui a franchi plusieurs étapes jonchées d'opportunités de corrompre son objectivité et sa crédibilité. Nous pourrions nous arrêter là, mais pour en finir une fois pour toutes avec ces plaisanteries, il est venu l'heure de la dernière partie. Avant de continuer, il me paraît important de revenir en fait sur le contexte de l'époque. L'actualité en continu nous laisse croire que nous vivons une période avec un fort taux de criminalité. Mais ce n'est rien en comparaison des années 70-80. Des décennies sont marquées par la recrudescence des vols à main armée, avec des figures comme le gang des postiches ou la bande de Jacques Mérine. Il ne se passait pas une semaine sans que la presse locale ne fasse l'écho d'un casse du siècle dans une banque ou un bureau de poste. Une activité criminelle et lucrative qui va attirer de nombreux désœuvrés, croyant trouver là un bon moyen de faire fortune rapidement. Ces braquages font également leur lot de victimes, et les faits sont sévèrement punis. Il n'est pas rare d'écoper de 10 ans ferme, même quand le butin ne présente que quelques centaines de francs. Face à l'apparition des premiers sas de sécurité et des alarmes silencieuses, certains criminels vont privilégier les supermarchés. Des cibles faciles qui débordent d'argent liquide, surtout pendant la période des fêtes. La très grande majorité du temps, cela se passe sans coup de feu, les caissières ont ordre d'obtempérer. Ce samedi 22 décembre 1979, Deuxième actu, on a du nouveau concernant les accusations d'agression sexuelle contre l'abbé Pierre. La cellule d'investigation de Radio France a eu accès à certaines correspondances par courrier datant des années 50 entre l'abbé Pierre et plusieurs personnes, dont des femmes. Et ce que l'on apprend, c'est que dans ces courriers, l'abbé Pierre menaçait celles et ceux qui dénonçaient ses agissements. Il avait notamment écrit une lettre à une des femmes qui se plaignait de son comportement, lui disant, je cite, « Sache que pas une récidive ne restera sans réponse et s'il le faut, mes réponses seront brutales, chirurgicales. » Radio France s'est également procuré de nombreuses autres lettres de la police ou encore de l'église. En tout cas, le délégué général d'Emmaüs International, donc un mouvement contre la pauvreté et l'exclusion qui a été créé par l'abbé Pierre, s'est exprimé ce lundi au micro d'RTL. Il s'est désolidarisé de l'abbé et a affirmé que son nom était désormais, je cite, associé à celui d'un prédateur sexuel. La Fondation Abbé Pierre a également annoncé la semaine dernière qu'elle allait changer de nom en soutien communautariste anglaise. En gros, je vous la résume, en gros, les communautés arrivent en Angleterre et vivent un peu comme au bled, mais en Angleterre, en gros. J'ai pas vu que depuis 1950, progressivement, vont se créer au Royaume-Uni des enclaves ethniques qui correspondent à chacune des communautés que l'Angleterre a accueillies. Et les Blancs, dans tout ça, sont en train de disparaître. Et je dis pas ça pour faire peur, mais parce que au Royaume-Uni, les statistiques ethniques, elles existent. Ils étaient 92% en 2001, et 20 ans après, ils sont 80%. Ils sont progressivement remplacés par les communautés des anciennes colonies, notamment pakistanaises et bangladeshis. Alors récemment, ça a fait beaucoup de bruit, Leicester est devenue majoritairement non blanche. Et l'islamisme, là-bas, il est directement lié à des salafistes pakistanais. Un autre exemple qui est assez parlant, Londres, par exemple, devrait devenir non blanche d'ici 2030. Le maire de Brighton, c'est aussi un exemple qu'on avait eu sur les réseaux sociaux, le maire de Brighton, c'est Mohamed Asaduzaman. Et quand vous voyez la cérémonie d'intronisation du bonhomme, vous n'êtes pas en Angleterre. Je vous dis pas ça avec un jugement de valeur, en mode c'est pas bien, c'est nul, c'est chiant, enfin, on s'en branle. Mais c'est juste pour que vous compreniez l'état d'avancement du bouleversement démographique de la population anglaise et surtout comment cette population anglaise, autochtone on va dire, réagit à ce changement de peuple. Tout, c'est une augmentation de 78% des infractions dans le style, donc des infractions liées à l'arme blanche, que doivent subir les Anglais. La plupart, évidemment, sont liés à des conflits entre gangs, donc ne touchent pas directement des Anglais dans les territoires plus reculés, mais dans les grandes villes, tout le monde est visé. Londres,
Birmingham et Manchester notamment. Et cette violence, elle commence depuis récemment à toucher tout le monde, y compris les milieux ruraux et les petites villes. Pour rappel, au moment où j'écris cette vidéo, on a eu une autre attaque au couteau qu'on appelle une attaque gratuite à Londres. On peut dire, sans trop se mouiller, contrairement à Mia Khalifa, que les attaques au couteau sont un problème qui sont structurels pour la sécurité en Angleterre et pour les Anglais. Il y a une affaire aussi qu'il faut qu'on aborde et qui va marquer les Anglais, c'est l'affaire des viols de Rotterdam. Et si j'en parle, c'est que cette affaire, elle va traumatiser les esprits anglais au point où c'est encore une référence dans les émeutes actuelles, ou en tout cas dans les émeutes qu'il y a eu cet été. Je ne détaille pas l'affaire parce que ce sera l'objet d'une vidéo dédiée, mais en gros, entre 1997 et 2013, des fillettes blanches vont être exploitées sexuellement par un gang de Pakistanais. Mais alors, pourquoi ça marque autant ? Déjà parce que c'est ultra violent, de fait, mais surtout parce que les viols de ces gamines étaient connus des familles qui ont alerté la police et les services sociaux, mais ces deux organes, de peur d'être accusés de racisme, ont dissimulé l'affaire. C'est pour ça qu'on compare souvent l'affaire des viols de Rotterdam à l'affaire des viols de Cologne. Bref, en l'occurrence, pour cette histoire de viol par un gang de Pakistanais, on parle de 1500 enfants violés. Et en fait, cette affaire-là va avoir deux conséquences très concrètes pour l'Angleterre. La première, c'est que l'anglais blanc moyen va comprendre que le vivre ensemble ne marche pas et ne marchera jamais. Et la seconde, c'est ce qui se joue en fait actuellement, c'est la perte de confiance absolue dans les autorités qui ont dissimulé les viols collectifs, donc la police et l'administration locale, et par extension dans le gouvernement anglais. Donc voilà, j'ai planté le décor et le contexte qu'a l'anglais moyen ou l'anglais issu du bastion ouvrier quand il apprend le meurtre de ces 3 gamines tuées par ce Rwandais. Cette information, cette émission, par une séquence qui m'a sidéré. Et ce qui me sidère encore davantage, c'est qu'on en parle aussi peu dans la société française. C'est une séquence qui date de samedi, qui s'est passée place de la Nation, et c'est un imam, le fondateur du site Islam et Info, Elias Dimezalen, qui s'adresse à des militants qui étaient là à manifester les services de police. Et ce qui m'étonne encore davantage, c'est qu'il est applaudi par quelques centaines de personnes. Quelques centaines de personnes. Proche de la France Insoumise. Hein. Proche de la France Insoumise. Proche de Rima Hassan, proche de Thomas Porte. Et personnellement, alors, voyez cette séquence, et puis on en parle ensemble. Est-ce qu'on est prêt à mener l'intifada dans Paris ? Dans nos banlieues ? Dans nos quartiers ? Pour leur montrer que la voie de la libération vient de nous, qu'elle démarre de Paris, qu'elle passera par Marseille, et bientôt Jérusalem sera libérée et nous pourrons prier au Masjid el-Aqsa et Jérusalem deviendra la capitale de tous les révolutionnaires. Et ce génocide a des complices. Ce génocide a des complices. Il s'appelle Biden. Il s'appelle Macron. Macron, le voleur d'élection, n'est-ce pas? On les connaît, les voleurs qui habitent à l'Élysée et à Matignon. On les connaît. Et est-ce qu'on est prêt à les virer eux aussi? Dernier, c'était dimanche, place de la Nation, et je vous prie de m'excuser. Monsieur. Mais je trouve ça... Islamiste, antisémite... Je peux pas vous dire autre chose. Je trouve ça invraisemblable. Invraisemblable. Donc cet homme devrait, pour le moins, être entendu. C'est pas simplement une citation au procureur de la République, quand même. C'est au procureur de la République, je crois, d'ouvrir l'enquête. Bonjour, monsieur Oubrou. Je voulais simplement avoir votre réaction. D'abord, est-ce que vous connaissez cet homme, Elias Dimezalen? Franchement, je viens de le découvrir. C'est il tient un discours. Il tient un discours malheureusement classique. Non, où il y a une confusion effroyable entre plusieurs répertoires, la religion, la révolution, l'altermondialisme. Ça n'aide guère au discernement. Malheureusement, c'est un discours qui prépare un séparatisme
qui passe d'un séparatisme mental à un séparatisme physique et qui frôle l'appel au trouble de l'ordre public. Bon, monsieur Oubrou, imam de Bordeaux, et vous me dites que vous ne connaissez pas Elias Dimzalen, qui est le fondateur du site Islam et Info. Vous n'avez jamais entendu parler de son nom? Je connais Islam Info et Info, mais je vous assure que je le connais pas. Vous le connaissez pas, mais j'ai envie de vous dire, pardonnez-moi de vous le dire comme ça, mais je ne sais même pas s'il est un imam ou pas. Ouais. Écoutez, bonne question. Je suis d'accord avec vous, mais Islam et Info. Je me dis quand même, pardonnez-moi, monsieur Oubrou, de le dire comme ça. Dans la situation si particulière que nous vivons, l'imam que vous êtes pourrait quand même s'intéresser à ce site et s'intéresser à cette personne. Il me semble. Il me semble. Le site est une manif pro-palestinien. Mais c'est entendu. Mais ce n'est pas. Je vous dis, c'est pas. Et vous croyez qu'il n'y a pas de passerelle entre eux et les militants de la France Insoumise? C'est pas entre eux et les cadres de la France Insoumise? Moi, c'est ça qui me frappe. J'en sais absolument. Vous n'en savez rien? Il est proche de Rima Hassan, il est proche de Thomas Porte. Rima Hassan, elle est allée à une manifestation pro-Hamas en Jordanie cet été et son immunité parlementaire a été un sujet. On pourrait imaginer que les représentants. J'en sais rien. On pourrait imaginer que les représentants du nouveau Front populaire qui sont avec la France Insoumise qui sont proches de cette personne, on pourrait imaginer qu'il appelle au séparatisme. Pardon, non, il appelle même pas à vivre séparément, il appelle à la conquête. Il appelle à la conquête et à la guerre, en l'occurrence, qui est l'étape d'après le séparatisme, me semble-t-il. Donc ça vous concerne directement dans la mesure où l'influence est plus grande que la vôtre, en fait, pour le dire simplement. Non, mais il ne représente pas l'immense majorité des musulmans qui n'aspirent qu'à une vie tranquille. Mais bon, à force de dire ça, il est entouré de centaines de personnes et vous êtes seul dans votre bureau, quoi. Qui vous a dit je ne suis pas que dans mon bureau. Non, mais j'imagine bien. J'imagine bien. Non, mais c'est toujours la même question. Vous avez raison quand vous dites que l'immense majorité des musulmans aspirent à vivre en paix. Je pense que vous avez raison en disant ça. Mais en même temps, et c'est toujours la même chose, on n'entend pas l'immense majorité des musulmans monter au créneau pour condamner ça. On ne sort pas de cette problématique. On ne sort jamais de cette problématique.